I think we can go ahead and get started. Hi, Parfait, je pense qu'on peut commencer. Bonjour, je m'appelle Maria Pratzelis, je suis la coprésidente du groupe d'intérêt actif DMP et je suis hôte du webinaire d'aujourd'hui intitulé Intégrer la gestion des données des services de données de recherche en utilisant les MADMP. Avant de commencer la présentation d'aujourd'hui, j'ai quelques informations à partager avec vous au sujet de la RDA et passer en revue quelques informations générales de gestion interne. La Research Data Alliance est une communauté de 12 861 experts en données de 148 pays qui collaborent et construisent les posts sociaux et techniques permettant le partage et la réutilisation ouverte des données. Les membres de la RDA se réunissent au sein de groupes de travail, de groupes d'intérêt exploratoires et de groupes de communautés de pratique auto-formés pour échanger des connaissances et des découvertes, discuter des obstacles et des solutions potentielles, définir les politiques et tester des normes. Un grand nombre des 88 groupes actifs ont produit des résultats pour améliorer et faciliter le partage et la réutilisation des données au niveau mondial. La RDA compte également 30 groupes nationaux qui soutiennent les initiatives des membres de la RDA de ces régions en leur offrant une plateforme pour interagir au niveau mondial. Ces groupes nationaux peuvent être des pays individuels ou un groupe de pays. Par exemple, la région des Amériques comprend tous les pays d'Amérique du Nord et d'Amérique latine. Il y a également 5 régions contributrices, l'Australie, le Canada, l'Union européenne, la France et les États-Unis, qui fournissent chacune les ressources nécessaires pour soutenir et maintenir les opérations mondiales de la RDA. La RDA US est l'une de ces régions reconnues, avec plus de 2650 membres de la RDA. En plus de fournir des ressources pour soutenir les opérations mondiales, la RDA US soutient également la communauté mondiale de la RDA en organisant et en coordonnant les activités de la communauté, y compris cette série de webinaires présentant des résultats des groupes de travail et d'intérêt, une série de podcasts présentant des entretiens et discussions avec les coprésidents des groupes de la RDA nouvellement approuvés, et nous organisons également une série en Amérique latine comme moyen de présenter la communauté de la RDA là-bas. Donc, en plus des 5 régions contributrices, il y a également 58 membres organisationnels qui contribuent également, contribuent également aux opérations mondiales de la RDA et 12 membres affiliés qui soutiennent la RDA de différentes manières. Le webinaire d'aujourd'hui sera traduit en direct de l'anglais vers le français et l'espagnol. Si vous souhaitez écouter une traduction de ce webinaire, vous pouvez sélectionner le globe au bas de votre écran de contrôle Zoom. Nous enregistrerons également cette journée en anglais, en français et en espagnol et nous ajouterons un lien vers les enregistrements sur la page du webinaire du site de la RDA. Nous avons prévu du temps à la fin du webinaire pour les questions. Donc, s'il vous plaît, utilisez le Q&A, l'outil de questions-réponses pour poser vos questions. S'il y a plus de temps que le temps disponible pour y répondre, nous allons transférer les questions sans réponse dans un document et nous enverrons les réponses à chacun d'entre vous après le webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui est présenté par les membres du groupe de travail RDA-DMP Common Standards. Le premier intervenant aujourd'hui est Thomas Mixeaf, chercheur principal à la TU Wien et à la SBR Research, une des meilleures universités de Vienne, en Autriche. Le deuxième intervenant d'aujourd'hui est Elie Papadopoulou, bibliothécaire numérique et chercheuse junior à l'Institut des systèmes de gestion de l'information du Centre de recherche Athéna et d'OpenAir en Grèce. Le troisième intervenant sera moi-même, Maria Pratzelis, et je suis chef de produit au UC3 Curation Center de l'Université de Californie, Office of the President, aux États-Unis. Et le dernier intervenant sera Marek Chouanek, chercheur et développeur junior au département de génie logiciel de la Faculté des technologies de l'information de la République tchèque. Je vous remercie tous et je vais donc passer la parole à Thomas qui va être notre premier présentateur.
Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je veux commencer ma présentation en tant que président du, du groupe de travail sur les standards communs et je suis là pour vous parler de la motivation. Pourquoi nous avons travaillé sur les recommandations avec ce groupe, ce que sont les plans de gestion des données exploitables par la machine et je vais vous donner des exemples de comment on peut les intégrer avec les services. Et finalement, mais pas des moindres, je vais vous donner des ressources et des informations, des endroits où vous pourrez trouver plus d'informations sur notre groupe. Donc, pour commencer, ici dans les diapositives, vous pouvez voir des exemples de plans de gestion de données et des lignes directrices des fondateurs, même aux États-Unis. Et quand nous nous sommes rencontrés en 2019, quand le groupe a commencé, nous avons réalisé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient demandées et qui n'étaient pas assez claires par rapport à qui avait besoin de cette information et qui le demandait. Et nous avons aussi compris que beaucoup étaient attendus des chercheurs et les sujets qui étaient couverts étaient tellement diversifiés parce qu'ils incluent des choses comme le permis, l'émission de permis, le format des fichiers. Ça peut être quelque chose, ça ne peut pas être quelque chose qu'une seule personne répond. Donc, nous avons commencé à faire une enquête et de parler à plusieurs parties prenantes impliquées dans la gestion des données de recherche pour trouver qu'est-ce qui ferait vraiment les données, les plans de gestion de données utiles pour les chercheurs, mais aussi pour nous. Quelles sont les informations que peuvent nous donner les différentes parties prenantes et quelles sont les informations qui peuvent être réutilisées. Et nous avons compris que si nous créons une façon commune de représenter cette information, en fait, nous pouvons avoir des machines qui vont agir au nom de la partie prenante et qui vont automatiser beaucoup des tâches. Et certains d'entre vous ont peut-être vu cette photo auparavant, mais je vais l'expliquer aux nouveaux venus. Vous pouvez voir dans les diapositives que nous avons euh, une façon typique d'écrire les DMP. Ensuite, nous avons un chercheur qui le commence et qui doit spécifier de l'information sur le type et la taille des données, ce avec quoi la personne va travailler. Si la personne va travailler, par exemple, avec 3 gigabytes de dossiers CSG. Et ensuite, on doit dire combien ça va coûter pour garder ces données dans un service, une infrastructure spécifique, poser des questions sur cette infrastructure, avoir le permis et à la fin, quand toute cette information est placée dans un DMP, cela peut être soumis aux financeurs. Et tout cela tout cela fonctionne si on inclut les autres parties prenantes au bon moment. Donc, la recherche et la recherche de l'espace de stockage peut être faite par une autre partie prenante. Beaucoup de chercheurs ne pensent pas vraiment au permis et vont simplement utiliser le permis qui leur est donné et seulement dans des cas spécifiques, ils vont savoir ce qu'ils veulent faire et ils sauront pourquoi c'est spécial et ce qu'ils vont faire. Donc, pourquoi ne pas avoir des étapes automatiques et suggérer simplement des meilleures solutions dépendant de l'ancienne information du cas précédent? Dans ce cas, l'information du chercheur a 3 gigas de documents CSV. Donc, étant donné que nous ne sommes pas capables de nous concentrer sur tous ces problèmes en même temps, le groupe de travail a commencé à travailler sur une manière commune de mettre l'information dans des plans de gestion de données. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un document de 2 pages qui souligne les composantes clés que nous pensons être les bases communes minimales de l'information et pour les services. Et il y a également une recommandation qui est disponible sur GitHub et je vais aussi vous montrer de la documentation et voir comment vous pouvez lire la documentation et comment l'interpréter. Donc ici, vous pouvez voir un ensemble de propriétés
contact, contributeur, coût, créateur, créé par et ensemble de données. C'est dans la première colonne et ce sont des informations qui sont obligatoires. Vous devez donner cette information si c'est 1, si c'est 0 ou un N, 0N ou un N, ça veut dire que c'est optionnel. Et c'est un ensemble commun d'informations. Ce n'est pas un questionnaire. Donc, nous ne sommes pas venus avec cela comme un modèle différent de NSF ou Horizon ou MAH. Nous essayons de faire différemment. Nous nous concentrons sur comment modéliser l'information d'une manière que les machines pourront aussi la comprendre et nous assurer que l'information peut être transmise aux gens. La plupart des champs sont optionnels parce que certaines informations doivent être données par le financeur ou sont définies par le contexte. Donc, par exemple, vous voulez avoir un DMP pour un projet parce qu'un DMP est spécifique à un projet, cela peut être modifié à 1 au lieu de 0. Et un exemple spécifique ici, c'est que vous pouvez voir que nous utilisons des quantificateurs et des vocabulaires contrôlés. Et donc, l'interprète n'a pas compris cette partie. Dans les DMP traditionnels, ce serait très vague parce que normalement, on a une phrase qui dit Maurice serait le gestionnaire de données. On ne saurait pas quel Maurice, on ne saurait pas comment le contacter. Cette information serait manquante et ce serait difficile d'interpréter l'information. Nous avons aussi des cas d'utilisation plus avancés. Donc, nous avons la description d'un ensemble de données qui est décrit par un DMP. Le script a un titre et qui explique ce que c'est, mais il y a aussi de l'information spécifique sur la taille du format et la composition de l'ensemble de données. Nous pouvons voir que c'est conservé ici. Ça spécifie également ce qu'est le permis et le fait qu'il y a une période d'embargo sur l'ensemble de données. Donc, encore une fois, des termes très spécifiques qui utilisent des URL, des PIP et des systèmes spécifiques. Donc, en général, ça peut être résumé quand on voit que le rôle des plans de gestion des données exploitables par la machine sont là pour faire entrer automatiser le transfert de l'information à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, par exemple, avoir de l'information des dépôts de données qui vont être réutilisés ou publiés. On peut aussi avoir de l'information qui vient de zones d'enregistrement ou de l'information qui vient des financeurs. C'est le but de la recommandation qui a été créée par la RDA. Pour vous donner un exemple plus spécifique, j'ai un exemple d'Autriche, de Vienne où je travaille. Et nous avons un outil qui s'appelle DAMAP à l'université que l'on utilise à l'université à Vienne. Et donc, nous avons des DMP standards qui sont des documents PDF et aussi des DMP, des MADMP. Pendant la création de ces DMP, nous avons utilisé de l'information qui était déjà existante. Donc, nous avons connecté avec les connaissances qui nous permettaient d'importer de l'information sur des ensembles de données. Nous importons aussi de l'information sur les projets et toute l'information administrative sur nos chercheurs. Et nous avons aussi une liste personnalisée de services que donne l'université. Et ils peuvent choisir d'une liste d'options, donc notre propre nuage, notre propre dépôt. Et ensuite, on a des détails spécifiques, donc c'est de la bêta-fréquence ou qui est responsable pour maintenir cela. Et ceci est édité automatiquement vers un chercheur DMP. Et à la fin de l'année, le but, c'est également d'avoir l'intégration du dépôt de données pour que les gens qui utilisent les données dans le dépôt puissent accéder à tout cela en un clic. Quelque chose qui est beaucoup plus aspirationnel et qui est plus à propos du futur, c'est avoir l'intégration du financeur. Et est-ce qu'on peut également utiliser les MADMP pour automatiser les évaluations et les commentaires
des chercheurs et des gens qui font les revues. Donc, par exemple, pour calculer la justice de ce qu'un chercheur a fait, à quel point c'est faisable, comment est décrit le DMP, ça, c'est seulement une des directions dans laquelle nous pouvons aller à partir de maintenant. Si vous êtes intéressé à d'autres adoptions de ce processus, il y a une liste de gens qui utilisent l'outil DMP qui sont en train de mettre en œuvre les recommandations de la RDA. Ce sont des centres de recherche et des organismes autour du monde. Si vous voulez avoir plus de détails sur cette adoption spécifique, vous pouvez lire un des documents faits par les membres du groupe de travail. C'est dans le Data Science Journal. Vous pouvez lire l'histoire complète des différentes recommandations, ce que nous avons fait, comment nous l'avons fait et quel est le résultat. Il y a aussi un document très intéressant sur les éléments clés de, de la consistance que nous devons donner au MADMP pour qu'il puisse fonctionner et quelle partie de cette recommandation est nécessaire pour que nous puissions la soumettre aux chercheurs. Et si vous êtes intéressé à utiliser les MADMP dans votre institution, il y a un document publié par ACM Transactions qui décrit comment vous pouvez adapter votre architecture de données pour le faire fonctionner avec les MADMP. Il y a aussi quelques autres références à travers les MADMP. Je pense qu'on va partager les diapositives, donc vous les retrouvez là-dessus. Et diapositives, la dernière diapositive, veuillez rejoindre notre groupe de travail qui est toujours à l- qui est toujours à jour, en fait. Nous n'envoyons pas beaucoup trop de courriels, donc sentez-vous libre de rejoindre le groupe et d'en faire partie. Nous avons ici un dossier de documents où vous pourrez trouver la présentation, ainsi que plus d'informations sur comment vous pouvez travailler avec les DMP. Merci encore de m'avoir permis d'avoir la possibilité de présenter et je vous vois tout à l'heure pendant la période de questions. Thanks, Thomas. Merci beaucoup, Thomas. Ellie, je pense que c'est toi la suivante. OK, oui. Je vais partager mon écran à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez voir? J'espère que vous pouvez le voir. Bonjour, je suis Ellie Papadopoulou. Je travaille en Grèce pour Athéna RC et OpenAir. Je vais vous présenter l'outil Argos et je vais vous expliquer comment on l'a utilisé et pourquoi c'est devenu un standard commun, comme ça a été expliqué par Thomas. Donc, je vais dire que j'ai aussi un autre chapeau dans la RDA. Je suis également coprésidente avec Maria Pezelis et Thomas pour le groupe d'intérêt actif. Et je vous invite également à le rejoindre. Donc, très rapidement, à propos d'Argos, c'est la seule diapositive que j'ai pour cela, juste pour vous donner un aperçu de comment ça fonctionne. Et vous allez comprendre ce que nous avons fait pour la mise en œuvre de celui-là. Donc, ça, c'est un outil très dynamique qui, qui est d'accès libre et qui permet d'avoir accès. C'est un document libre d'accès configurable et extensible pour la planification de la gestion des activités de gestion de données de recherche en accord avec l'accès libre et les politiques de données FAIR. Et à la fin, ce que vous voyez, c'est que ces résultats entre ouvrent la recherche et le rendre et montrent la relation entre les différents éléments, ce qui montre l'évolution du paysage de recherche en ce moment. Je n'ai pas entendu si vous voulez si vous voulez voir le service, il y a ce lien, vous pourrez le trouver, mais je veux vraiment mettre l'accent sur cette intégration parce que c'est ce sur quoi nous nous concentrons. Donc, ça, c'est la première intégration
avec le avec le graphique qui vous montre l'intégration de l'outil de recherche. Donc, ça vous montre ce qui existait avant. L'interprète a du mal à entendre la présentatrice. Donc, nous avons de l'information sur la recherche pour plus de 12 000 éléments. Pour plus de 12 000 sources. Je ne sais même pas combien de sources on a pour l'instant. Il y a beaucoup de sources et bien sûr, l'information qu'ils ont est plus que que ce que recherche le DMP. Et ici, vous pouvez voir la cartographie de ce qui est pertinent au DMP dans le graphique de recherche et en accord avec les standards. Et vous pouvez voir les différentes relations qui peuvent être directement cartographiées. Ici, par exemple, le financement, le contributeur, le contact, le coût. Et vous pouvez voir aussi d'autres éléments additionnels, donc les relations qui ne sont pas mis dans les standards, mais qui sont disponibles dans la recherche. Donc, la relation entre le DMP et le reste. À partir de cet exercice, de cette cartographie, nous avons vu que, premièrement, il y a une entité que les graphiques de recherche doivent distinguer d'autres résultats, par exemple, pour d'autres ensembles de données. Donc, ça, c'est le DMP. Nous avons ajouté, nous pouvons voir ce qui était le graphique de recherche avant, hein, avec l'information sur le financement, le financeur, le financement, le projet, l'organisation, la communauté de chercheurs, les sources, la publication, les données et les logiciels liés à ce projet. Mais maintenant, nous pouvons distinguer le DMP de tous ces éléments, de toutes ces entités. Également, créer des liens avec le projet qui est associé à cela. Donc, pour cela, nous avons créé des relations comme des sémantiques. Donc, nous avons des éléments qui s'appellent as DMP, as project, as dataset ou as DMP. En addition à cela, nous avons donné à Argos des dossiers plus standardisés comme le coût, contact, le coût, la langue et le permis. Bien sûr, il y a d'autres choses dans Argos qui ne sont pas couvertes par les DMP, donc c'est la qualité, la sécurité des données. En ayant fait cela, nous voulions explorer comment nous pouvions garder cette information, comment nous pouvions utiliser les DMP alors que nous essayons de récupérer d'autres résultats ou des rapports. Pendant cette étape, nous avons vu que même s'il y avait un type de recherche spécifique qui était proposé par différents vocabulaires, presque utilisé pour les plans de gestion de données de recherche, l'adoption par les dépôts de données était minimale et nous avions à retirer l'ambiguïté de ce que nous avions vu comme DMP, des différents éléments de recherche qui sont indexés sous cela. Donc, par exemple, vous seriez capable de vous trouver des DMP sous les rapports, les publications, les articles ou d'autres labels. Et pendant pendant ce changement envers l'ambiguïté, nous pouvions prendre les DMP des API. Nous avions à contacter les organisations parce que, encore une fois, il fallait collecter les données. Il y avait une grande collecte à faire pour récupérer les données des informations pour beaucoup de sources, de ressources qui étaient assez spécifiques. Donc, avoir les identifiants pour chaque organisation. Donc, si vous allez à Argos, vous allez voir plusieurs entrées pour des organisations similaires. Donc, nous voulions résoudre cela également. Et nous avons travaillé avec Zenodo pour faire cela, pour appliquer la dernière version de vocabulaire qui est suggérée et pour faire les plans de gestion de données plus visibles pour les chercheurs et pour pousser la publication des DMP que nous avons dans notre flot de travail automatiquement à partir d'Argos. Donc, les trouvailles principales que nous avons faites, que j'ai, pour lesquelles j'ai fait un sommaire ici par rapport à l'adoption, c'est que
Nous avions déjà un outil d'importation et d'exportation, mais nous avions à adapter et à l'améliorer également pour supporter les DMP entre les plateformes de Argos et autour des différentes plateformes. Et c'est quelque chose que nous avons fait il y a 2 ans et c'était une très bonne opportunité pour nous de passer à travers cet exercice. Donc, parce que nous travaillons avec différents fournisseurs, des fournisseurs de DMP pour cela. Donc, en termes de cartographie, nous avons ajouté un peu d'informations sur comment, lorsque nous ne pouvions pas trouver de cartographie directe par rapport à cette information, dans les graphiques de recherche, cela voulait dire que nous avions à le prendre de Argos ou parfois nous pouvions la modifier pour poster les requêtes de standard ou très rarement c'est omis. Il y a aussi des similarités qui ont été identifiées sur comment nous avions des entités dans le, les modules de résultats et comment ils se différenciaient du standard. Et c'est très pertinent par rapport à là où cette entité se trouve et si elles sont disponibles pour les DMP. Et nous avons eu des exemples des problèmes éthiques et la contextualisation de l'information se serait réalisé que plus d'informations est capturée dans les MADMP. C'est une information plus standard, bien sûr, qui peut être plus exploitée après dans un contexte. Donc, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, c'est de la pratique commune. Donc, nous espérons que cela change à travers les groupes RDA. Donc, ici, c'est là où c'est l'information de contact que je peux partager avec vous si vous avez d'autres questions. Et j'espère pouvoir répondre à vos questions dans la partie questions-réponses. Merci. Merci beaucoup, Ellie. Maintenant, ça va être mon tour. Donc, je pense que ce que je vais partager, c'est très complémentaire à l'approche de Argos et d'Ellie. Je vais parler de ce qu'on fait à CDL pour réseauter et connecter les plans de gestion de recherche. Donc, encore une fois, je suis avec de la Bibliothèque digitale de Californie. Nous travaillons localement et internationalement. Donc, certaines des choses sur lesquelles nous travaillons qui sont importantes ici parce que je pense qu'elles peuvent informer notre approche au plan de gestion de recherche activable par la machine. Nous travaillons donc nous travaillons dans la gestion des données de recherche, dans la publication de données et dans les métriques, les identifiants persistants. Nous sommes aussi très informés. Cela informe beaucoup notre approche envers les DMP en tant que groupe. Je vais parler un peu aujourd'hui je vais prendre un pas en arrière et je vais expliquer pourquoi les MADMP sont importants maintenant, pas juste depuis une perspective américaine, mais également au point de vue international. Je vais aussi parler de comment la construction des, comment nous avons construit et utilisé les MADMP et quelle est l'étape suivante. Donc, nous allons parler de certains des changements de politique qui sont arrivés à un pas rapide pendant les derniers mois. Il y a une information qui est venue du Bureau de politique de sciences et technologies de la Maison-Blanche qui s'appelle l'OSTP. Ils ont mis à jour les lignes directrices. Donc, c'était très significatif dans l'espace de recherche de données et dans l'accès en général. Donc, c'est à haut niveau et ça a enlevé l'embargo facultatif de 12 mois sur l'accès public aux recherches financées par le gouvernement. Donc, le gouvernement devrait commencer à partager ces données sans délai pour toutes les recherches. Ils ont aussi élargi ce à quoi ces lignes directrices s'appliquent et c'est maintenant applicable à toutes les agences fédérales au lieu de juste être applicable aux plus grosses. L'échéancier est assez court dans le monde fédéral, donc il recommande une mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2025. Donc, pour la gestion de données de recherche, c'est très significatif et ça fait vraiment bouger notre agenda de manière significative. Une autre chose
qui influence beaucoup ce que nous faisons avec les plans de gestion de données de recherche. Et les MADMP, c'est la nouvelle politique du, de l'Institut national de la santé qui va entrer en vigueur le 25 janvier 2023, qui oblige les, qui oblige les chercheurs à maximiser le partage approprié des données scientifiques. Donc, cela apporte beaucoup d'attention des chercheurs eux-mêmes, et donc ils font beaucoup de travail pour supporter la communauté alors qu'ils travaillent à se mettre à jour et à respecter ces politiques. Donc, les, si vous travaillez avec les MA 2029, Interprète n'a pas compris cette partie. C'est un document de plus de 1000 pages dans lequel on trouve enterré une section qui parle de la reproducibilité et l'inclusivité et de la recherche et ça établit une exigence pour l'inclusion d'un plan de gestion des données lisible par machine dans les propositions d'attribution. Donc, ça m'a vraiment excitée et ça annonce ils n'annoncent pas vraiment comment ils vont l'implanter. Ils annoncent, pardon, comment ils vont l'implanter. Il y a beaucoup de questions sur cette nouvelle loi, mais avoir cette phrase dans la loi est très significative et ça fait avancer beaucoup du travail que nous avons fait dans la communauté au sens large pendant plusieurs années. Donc, nous avons des mandats qui augmentent. Beaucoup de cette conversation dans la conversation de cet espace touche la mise en œuvre des politiques et s'assure que les organisations n'ont pas de plaintes. Donc, nous regardons comment les institutions peuvent démontrer et faire le suivi des plaintes par rapport aux exigences. Donc, nous pensons que la prochaine tâche pour nous, c'est de construire une infrastructure qui repose sur toutes ces choses que nous avons fait en tant que communauté plus large et qui ouvre une façon transparente vers la construction de systèmes et de résultats de recherche depuis le début du projet jusqu'à la conservation à long terme. Donc voici, vous n'êtes sûrement pas familier avec le DMP Tool, qui est une plateforme pour la création et l'obtention des DMP avec des... C'est un outil gratuit open source et soutenu par la communauté. Et ce que j'aime quand je travaille avec ce projet, c'est que nous travaillons avec la base de code partagée de DMP Roadmap, qui est très partagée comme DMP en ligne aux États, au, en, Grande-Bretagne, en France ou au Canada. Et cela nous permet de nous développer dans cet espace communautaire plus large. J'aime également aussi féliciter mes collègues. Ce sont ceux qui aident à garder les modèles à jour, qui ajoutent des éléments et je les ai vus dans l'appel, donc je suis contente de vous voir. Donc maintenant, notre approche au MADMP, c'est vraiment quelque chose de spécialement spécifique à la recherche. Donc, nous avons passé du temps à faire le suivi des résultats de recherche connectés ou Interprète n'a pas compris cette partie. Nous essayons d'utiliser les données d'événements datasite de manière à connecter toutes ces données au DMP de manière à avoir de l'information sur un projet du début jusqu'à la fin, basé sur une infrastructure ouverte existante. Donc, juste quelque chose pour que les gens puissent voir spécifiquement ce à quoi ça ressemble. Une façon dont on a cette information, c'est à travers les connexions API. Donc, que ce soit à travers les créateurs de DMP ou à l'institution, ça, c'est une capture de ce à quoi ça ressemble une page dans le DMP2 à ce moment. Il y a des idées sur
résultats du financement. Vous pouvez avoir cette information à travers les API automatiquement, mais nous essayons de créer une façon pour que les administrateurs et les DMP puissent ajouter, et même les propriétaires puissent ajouter cette information manuellement. On nous demande souvent les versions et vous parlez peut-être, quand on parle de MADMP, les différentes versions sont vraiment quelque chose d'important. Donc, ça va être disponible en janvier. Nous y travaillons actuellement et ce sera sur la page d'accueil de DMP ID, qui sera l'espace de gestion de données où nous allons pouvoir contrôler les métadonnées sur le projet et ensuite tout sera listé. Donc, je voulais parler un peu plus brièvement de tous les cas d'usage à haut niveau qui traînent un peu notre travail en ce moment. Les premiers, ce sont les directeurs de stations de terrain un aperçu sur les bourses que nous avons. Nous travaillons sur des stations de terrain pour avoir des politiques sur les données. Donc, les DMP font partie de cela et en tant que directeur d'une station de terrain, je veux démontrer que l'impact scientifique de ma je veux démontrer l'impact scientifique de ma station de terrain afin de démontrer la valeur et d'améliorer les rapports pour mes administrateurs et mon conseil d'administration. Donc, nous utilisons les MADMP pour euh, accompagner le projet de sa conception à la visite de la station et l'intégration. Un autre problème, clairement, dont je parlais avec ces changements de politique, on parlait à beaucoup d'administrateurs de recherche et ils parlent de comment ils ont besoin de démontrer euh, la conformité à chaque condition d'attribution une récompense. Et ils veulent également s'assurer que toutes les sortes de données pertinentes sont associées correctement à leur affiliation pour être comptabilisées dans les citations. Donc, ils doivent, premièrement, l'interprète n'a pas compris cette partie, et deux, voir tous les résultats pertinents produits et comment ils peuvent les développer de manière à savoir quelle est leur responsabilité par rapport aux résultats et où est-ce qu'ils pourraient déposer ce travail. Donc, très rapidement, quel est l'état actuel des MADMP dans notre environnement? Nous avons des identifiants persistants pour les DMP-ID. Donc, c'est la partie principale. Vous pouvez en fait aller et lier le plan à un résultat de projet. Ça, c'est fait. Pour l'instant, c'est fait manuellement. Nous avons aussi la capacité de garder des documents dans les outils DMP et ça peut être exporté comme des documents JSON. Vous pouvez le faire à travers le UI ou si les gens veulent voir à quoi ça ressemble ou à travers le AIP. L'interprète n'a pas compris cette partie. La première chose que nous avons faite, c'est de structurer le DMP et de le rendre opérable en convertissant les flux en identifiant partout où c'était possible. La première chose que nous avons faite. Ensuite, nous avons fait des identifiants de Render Register et ensuite une recherche de dépôt de recherche et ensuite des RID. Ensuite, lorsqu'on parle de mise à l'échelle des MADMP, ce que nous essayons de faire, c'est de coupler des DMP actionnables par machine avec l'infrastructure PID qui est sortie du RDA pour pouvoir utiliser cette information pour faire le suivi efficace des projets dans le temps. Le couplage des DMP actionnables par machine avec l'infrastructure PID facilite le suivi efficace des projets dans le temps, ce qui permet de partager ces relations avec les systèmes de données de recherche au sens large et de manière ouverte et interopérable.
Donc, deux des éléments dont je suis la plus fière et qui, je pense, seront les plus impactants en termes de mise à l'échelle. Nous travaillons à la pidification des DMP à l'échelle avec la possibilité de télécharger des DMP créés en externe et de générer des DMP idées pour eux. Ça aussi, c'est très significatif parce que nous savons que la plupart des chercheurs n'ont pas besoin d'utiliser le DMP tool. Ils ont travaillé depuis plusieurs années. Ils n'ont pas besoin de mettre le pain. Ils pensent qu'ils savent comment faire. Donc, nous avons besoin d'une façon de capturer ces éléments de manière à pouvoir le mettre dans un écosystème plus large et structuré et faire un suivi d'un projet au cours du temps. Donc, nous essayons de les structurer et de les unifier. Ensuite, nous travaillons à des nouveaux tableaux de bord pour suivre les résultats de la recherche liés au DMP. Donc ça, ce sont des choses que nous sommes en train de construire maintenant. Je pense que ce serait en production euh, idéalement à la fin du printemps ou l'année prochaine. Donc, c'est tout pour moi. Je vais arrêter mon partage d'écran et je crois que Méric, c'est le prochain. Oui, merci. Donc, je suis de l'Université de Prague et je suis aussi un développeur de la recherche de structure de données, qui est un autre outil de PMP, Data Stewardship Wizard. L'interprète n'a pas compris cette partie. La différence principale quand on se compare aux autres outils, c'est que nous venons d'un espace complexe et vaste, d'un espace de connaissances vaste et moderne. Et il faut passer à travers ce questionnaire pour répondre toutes les réponses. On doit se concentrer à ne pas écrire un texte, mais plutôt une sélection de choix spécifiques. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter comment nous adaptons le standard commun de DMP. Et comme Thomas l'a mentionné, c'est c'est une entrée et sortie, donc je vais parler d'importation et d'exportation de DMP. Donc, premièrement, on a travaillé sur la partie exportation. Nous utilisons quelque chose qu'on appelle un modèle de document. Comme j'ai dit, on doit remplir le questionnaire et ensuite, à un certain moment, l'utilisateur peut générer un document à travers ce questionnaire. Le document est en fait une définition de transformation pour où le questionnaire implique se transforme dans un document. Le document peut être un document HTML, ça peut être un PDF, un document Word, mais ça va être aussi JSON RDF. Ça ne compte pas en fait. Nous utilisons Jinja, le langage Jinja pour spécifier la transformation. L'interprète n'a pas compris cette partie. En 2021, nous avons mis en place un modèle de document pour la norme RDA commune, DMP au format JSON et RDF, qui sont basés sur la technologie de Cardoso et associés. Ils sont aussi placés dans le dépôt. Si vous voulez, vous pouvez trouver le lien dans le chat. Nous avons supporté et soutenu les deux options, mais nous avions à ajouter le questionnaire pour le modèle de connaissance. C'est quelque chose que nous avons développé ensemble avec nos collègues avec les DMP. En ce moment, on fait cet exercice, on a édité de nouvelles questions, de nouvelles structures pour les questions, par exemple, pour les formations, le projet, etc. Et pendant cette étape, nous avons aussi parlé d'intégration. Parce que le DSW, nous sommes capables d'isoler et de configurer les modèles de connaissances que nous pouvons éditer directement une deuxième fois. Nous pouvons configurer l'intégration et éditer, par exemple, la recherche, l'intégration de registres de recherche
Pour les financements également. Le partage juste des données et des ressources DataSite. Donc, ce sont les choses que j'ai mentionnées. La couverture n'est toujours pas complète. Il y a encore certaines choses que nous devons continuer de travailler. Mais en gros, vous pouvez le voir ici que toutes les, toutes les boîtes en vert sont couvertes complètement. Tout ce qui est rouge ne sont pas faites du tout ou plutôt limitées, mais celles qui sont... Mais ce sont des boîtes optionnelles, donc tout n'est pas obligatoire. La plupart des choses sont optionnelles, donc les résultats en utilisant cet export s'appliquent au standard JSON. Donc, pour les plans futurs, dans ce sens, nous essayons d'améliorer cette couverture. Par exemple, inclure d'autres informations manquantes jointes aux ensembles de données et aux distributions. Bien sûr, cet exercice n'est pas très simple parce que nous avons besoin de vraiment concevoir cela de manière à ce que les utilisateurs puissent concevoir, comprendre la question, comprendre l'information et la soumettre. Au niveau des coûts, nous avons un autre outil qui s'appelle Revelator, qui vous explique pour combien de temps vous devez garder un certain type de données et vous donner de l'estimation. Ça vous donne des coûts en Europe, donc ça n'est pas encore inclus dans le DMP pour cette raison, parce que ce n'est pas encore complet. Et vous allez aussi peut-être avoir besoin d'informations manquantes liées aux ensembles de données et à la distribution. Donc, nous sommes un peu plus actionnables par machine que les standards. Par exemple, pour les problèmes éthiques, nous avons des questions sur l'usage de oui ou non. Il y a aussi des options. Nous avons aussi besoin de synthétiser les informations de ces questions. Donc, ce sont des choses comme ça également qui doivent être travaillées. Voici ce à quoi ça ressemble ici. Donc, comme je l'ai expliqué, une fois que c'est fini, on doit intégrer le document dans ce questionnaire. Bien sûr, ça peut être un modèle, ça doit être un modèle, mais c'est un modèle MADMP. Et on peut choisir le format si on veut JSON ou RDF. L'interprète n'a pas compris cette partie. Au lieu de télécharger le document, on peut avoir un aperçu directement dans l'interface utilisateur, donc qui est sur le site. Une version légère de ça. Ensuite, pour la partie d'import, c'est quelque chose de nouveau parce que nous avons introduit cette fonctionnalité cette année qui permet de flexibiliser l'import d'un projet. On doit encore répondre à un questionnaire en DSW. L'importateur, en ce moment, ne supporte que les MADMP en JSON. Et donc, il faut répondre à un questionnaire dans le DSW. La couverture standard est plus ou moins la même que l'exportation. Donc, lorsqu'on exporte, on va avoir l'importation à peu près de la même manière. On va resynthétiser le texte. Et encore une fois, voici une capture de ce à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir le questionnaire des contributeurs. Il est sur le coin gauche. Vous avez le RDA, le JSON de la RDA et la fenêtre où le document est sélectionné. Donc, ce n'est pas encore fini. On peut encore améliorer l'import et l'exportation des modèles de documents. Mais il y a d'autres choses parce que les plans d'axe de gestion de données
actionnable par machine ouvre beaucoup de portes. Il y a encore beaucoup de choses à travailler. Donc, est-ce qu'on veut travailler uniquement avec des fichiers RDF ou JSON? Non. Donc, on essaie de développer, d'intégrer des évaluateurs MADMP. On veut aussi, ce sur quoi nous avons travaillé en ce moment, c'est le HROCRUT. Donc, on essaie d'inclure les RDF en tant que partie de HROCRUT et aussi améliorer le lien entre le PID et le MADMP. D'après, tu n'as pas compris cette partie. Et bien sûr, on veut ajouter plus de données spécifiques au DSW en plus du noyau standard. Donc, pour conclure, nous avons gagné en interopérabilité avec d'autres outils qui supportent les MADMP en termes d'importation et d'exportation de nos réponses au questionnaire. Le modèle de document et l'importateur sont tous les deux open source, donc tout le monde peut les regarder et les ajuster pour nos différents types de documents. Et voici les liens vers les modèles. Et puis, on a des améliorations qui sont prévues à être ajoutées. C'est tout pour ma partie. Voici mes informations de contact. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mike. Marek, donc, on va passer rapidement à la partie questions-réponses. Nous avons 5 minutes pour les questions. Certaines ont déjà été répondues, donc nous avions des questions qui ont déjà été répondues. Il y a une question pour toi, Marek. Est-ce qu'il y a des groupes qui ont programmé le Wizard pour les financeurs des États-Unis? Je ne sais pas vraiment en ce moment, mais parfois, nous ne savons pas parce qu'ils ne nous laissent pas savoir. Ils nous font savoir seulement s'ils ont des problèmes et ils nous disent j'ai besoin d'aide. Donc, à ma connaissance, non, pas à ce niveau. OK, merci. Question pour Maria. Quand seront les nouvelles fonctionnalités qui sont dans DMP Tools seront disponibles sur GitHub? Je vais prendre cette question. Donc, certaines des fonctionnalités dont j'ai discuté sont sur DMP Tools et GitHub. Certaines seront disponibles dans GitHub le début de l'année prochaine, en janvier. Et aussi la mise à jour de DMP. Ensuite, le dashboard. Ceux-là vont être disponibles pas avant, je pense, le début de l'été de l'année prochaine. Et aussi, les dépôts de données sont stricts. Certains sont WorldMike GitHub. Et ensuite, on a aussi le Hub qui gère beaucoup de nos fonctionnalités de actionnables par machine. Donc, si vous me contactez, je vais pouvoir vous dire exactement lesquels. Merci beaucoup. Il y a une question de Wendy Shen. Généralement parlant, est-ce que les MADMP a une préférence de JSON, du format JSON ou est-ce que les MADMP auront une préférence pour le format dans le futur? Je pense que c'est une question pour moi. Donc, dans le groupe de travail, nous voulions garder la recommandation indépendante du format et c'est pour cela que la recommandation sur GitHub est sous la forme d'une table, mais de tableau, mais nous avions à donner des exemples euh, avec lesquels les développeurs pouvaient travailler. Et JSON, c'est le format le plus populaire et Donc, la recommandation dit que c'est indépendant du format spécifique. OK. Il y avait une question à propos peut-être de la dernière. Quel est l'impact de l'actionnabilité par machine d'un DMP? Si un des présentateurs veut répondre à celle-là. OK, je pense que je peux essayer. Il n'y a pas de réponse rapide sur cela. Donc, en gros, pourquoi nous faisons cela? C'est parce que nous essayons de réduire la charge de travail pour les chercheurs et je pense que c'est ça l'impact. Nous voulons réutiliser l'information et demander aux gens les choses une seule fois. Donc,
nous avons une meilleure qualité d'information dans le DMP. Nous ne voulons pas que ce soit un document de données, nous voulons que ce soit un document vivant. Et je pense que c'est l'impact des DMP actionnables par machine. OK. Il y a des questions qui restent, mais je ne pense pas que nous avons beaucoup de temps, donc je vais terminer et m'arrêter ici. Et ensuite, je vais passer la parole à Maria pour les derniers mots de ce webinaire. Merci. Donc, on a encore quelques diapositives pour terminer. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous voudrions également remercier les personnes qui travaillent en coulisses. Donc, merci à Megan et Rebecca pour l'assistance technique. L'Alliance de recherche numérique au Canada qui a organisé les services d'interprète en français. Notre interprète français, Yanitza Cornano, Federico Citrangolo et Andrea Mora Campos de la Referencia pour avoir organisé les services d'interprétation en espagnol et notre interprète espagnol, Roxana Gutiérrez. Comme mentionné précédemment, l'enregistrement de ce webinaire et ses diapositives seront disponibles sur la page webinaire du site de la RDA. La RDA US a lancé la série de podcasts RDA Data Streams en 2022 avec des interviews de membres de groupes RDA nouvellement approuvés afin d'entendre ce qu'ils ont prévu pour les 18 prochains mois. Nous en avons déjà lancé 5 et nous poursuivrons cette série en 2023. Vous pouvez consulter le programme à l'adresse rdalliance.org/podcast. Et vous pouvez donc vous abonner pour être notifié des nouveaux enregistrements. Je pense que j'ai tout. La RDA célébrera son 10e anniversaire en 2023, l'année prochaine, lors de la réunion plénière 2020 de la RDA à Gothenburg en Suède. Ce sera du 21 au 23 mars 2023. L'événement sera organisé conjointement par l'Université Chalmers et l'Université de Gothenburg. Il s'agira d'une réunion en personne avec un nombre limité de places, donc surveillez l'ouverture des inscriptions et assurez-vous de vous inscrire rapidement. Nous organisons de nombreux événements passionnants et nous espérons que vous nous rejoindrez à l'avenir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre présence.